La justice est-elle un secteur importantissime qui peut booster le développement d'un pays, justement, dans une démocratie? C'est une question qui mérite d'être posée, mais justement, dans cette question liée à la justice est-elle bien rendue en matière de beaux alloyers, comment, alloyers, voulais-je dire, en droit congolais, formalités, procédures et juridictions compétentes, toutes les autorités bénéficient tels des privilèges de juridiction dans un pays démocratique, dans un état de droit? Ce sont des questions qui méritent d'être posées. Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue dans ce deuxième numéro de votre magazine Interface, justement, avec un nouvel invité, des nouvelles thématiques. On sait mardi 27 février 2024. Vous nous suivez de partout à travers le monde avec Sarah Mbouy. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland Lay, bonsoir à ceux qui nous suivent, mais également bonsoir à notre invité. Alors, pour Bonsoir. répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Cédric Antumba. Il est chercheur en droit, doctorant à l'Université de Kinshasa, aussi secrétaire général des mouvements des consommateurs en République démocratique du Congo. Maître Cédric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous allez bien? À merveille. Alors, d'entrée de jeu, dans cette émission, avant de revenir sur cette question liée au beau à loyer, la première question, la justice d'aujourd'hui, on a toujours l'habitude de le dire, la justice élève une nation. La justice congolaise, d'une manière générale aujourd'hui, comment vous la trouvez? Bon, la question, en tout cas, elle est très indispensable d'abord parce qu'elle touche sur la question de la justice. Alors, en tant que telle, il faut avouer que la justice a plusieurs domaines à la fois. Mais bref, comme on dit, dans un État, vous avez les cours et tribunaux et les parquets. Et donc, vous avez en somme le système juridique. Quand on parle du système juridique, le système juridique prend le tout à la fois. Ça veut dire que ça prend le cours des tribunaux, ça prend le parquet, ça prend aussi les barreaux, ça prend le greffe, parce qu'il y a plusieurs organes, bien entendu, mais vous savez, à chaque citoyen, ses droits. Et à chaque citoyen, n'est-ce pas, ses obligations. Mais je m'en vais vous préciser une chose. Déjà, je ne supporte pas fortement, excusez-moi, les éclats lumineux de vos tubes. Et donc, mes yeux sont mieux adaptés à une lueur. Donc, même les téléspectateurs m'excuserez si je porte des verres à fond noir. Mais je réponds à votre question en disant que la justice, comme vous le savez bien, élève une nation. Dans un État, vous avez la population, vous avez les gouvernements et vous avez tous les organes qui concourent au bon fonctionnement d'un État. N'est-ce pas? Ouais. Mais chaque État est organisé par des règles. Ces règles sont édictées, comme vous le savez bien, par le Parlement et aussi par le gouvernement. Mais la bouche, n'est-ce pas, autorisée pour dire la pensée de la loi, c'est la bouche du juge. La bouche autorisée pour appliquer ce que la loi dit, bien entendu, c'est la bouche du parquet, la bouche, ainsi de suite. Dans un État, dit État de droit, il faut que les droits fondamentaux des citoyens soient respectés. Comme vous savez bien que dans un état de droit, c'est celui dans lequel tout le monde, quiconque gouvernant et gouverné, sont soumis aux lois. Généralement, sont soumis aux droits. Mais aussi, il faut ajouter, c'est aussi un État dans lequel les droits fondamentaux des citoyens sont respectés. Mais quels sont les organes qui sont habilités à faire respecter, n'est-ce pas, ces droits, à faire respecter ces droits fondamentaux, à faire en sorte que chaque personne puisse être soumise, n'est-ce pas, à l'autorité, à la seule autorité de la loi? C'est justement les organes judiciaires.
Et donc, dans un État où vous avez un développement industriel, vous avez un développement économique, vous avez plusieurs secteurs dans lesquels l'État veut se développer, il faut qu'il y ait au moins certains organes qui doivent constituer une épée de Damoclès sur la tête des transgresseurs de loi de la République. Et donc, vous comprenez déjà que là, la justice devient comme le dernier rempart à qui on a tous recours lorsqu'il y a violation de droits fondamentaux, lorsqu'il y a dérapage, lorsqu'il y a transgression, lorsqu'il y a contravention. Et donc, je réponds, sans toutefois proliférer mes mots et prendre votre temps en otage, que la justice élève une nation, mais seulement cette justice, aussi bien distributive, doit être équitable. Mais qui doit faire en sorte que la justice soit équitable? Ce sont les organes, n'est-ce pas, du système judiciaire. C'est pourquoi je vous avais dit que le système judiciaire a ses acteurs et ses éléments. Et donc, le fonctionnement du système judiciaire doit être cohérent. Et la cohérence du fonctionnement du système judiciaire doit aboutir à une telle finalité que tous ceux qui y sont contenus, n'est-ce pas, respectent la loi, c'est dans une finalité de respect des droits fondamentaux. Et ces organes qui sont habilités à respecter, à appliquer les lois, ou bien à faire respecter les lois sur les terrains, vous pensez aujourd'hui ils sont en train de bien faire leur travail? Généralement, nous pouvons d'abord répondre par oui. Oui, pourquoi? Parce que ce sont des organes établis, habilités, n'est-ce pas, à faire respecter les droits fondamentaux des citoyens. Mais je ne saurais pas être très généraliste sur la question parce qu'elle est une question qui touche beaucoup de zones. Et comme vous savez bien que chaque, n'est-ce pas, secteur connaît toujours certaines dérives. Ça ne manque jamais. Mais il faut savoir au moins que, je prends l'écart, le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet, quand il reçoit, n'est-ce pas, un inculpé, il n'a pas directement à restreindre sa liberté individuelle. Mais il ne manque pas non plus de magistrats qui passent outre. C'est-à-dire, il reçoit un inculpé. Alors, du coup, quand il le reçoit, même si l'inculpé a sa carte d'identité ou son identité n'est pas douteuse, même si aussi l'inculpé, il n'y a pas d'indices, n'est-ce pas, sérieux de culpabilité qui pèsent sur lui. Même si aussi, par les impératifs de la sécurité publique, il n'est pas opportun que l'inculpé puisse être détenu, mais les magistrats peuvent passer outre et restreindre sa liberté. Tout ça pourquoi? Parce que nos lois aussi portent certains écueils. Quand je dis nos lois, déjà vous avez une disposition légale, l'article 27 du Code de procédure pénale, qui donne aux magistrats les conditions pour restreindre la liberté individuelle des citoyens. Et la liberté individuelle, comme vous le savez bien, elle est garantie par la Constitution. N'est-ce pas? Oui. Alors, étant donné que cette liberté est garantie par la Constitution, pour la restreindre, il faut certaines conditions. Mais vous avez le magistrat, quand il arrête, il vous dit, écoutez, il pèse sur votre client les indices sérieux de culpabilité. Mais il apprécie ça en fonction de quoi? Quels sont les critères objectifs de la sérieuxité, n'est-ce pas, des indices de culpabilité? Parce que la loi ne dit pas qu'il faut normalement qu'il y ait indice de culpabilité, auquel cas le magistrat peut aboutir à toute conclusion hâtive, de dire que oui, il y a un indice de culpabilité, j'arrête. Mais la loi dit il faut que pèse sur les concernés les indices sérieux de culpabilité. Et donc, la loi ne donne pas le critère de la sérieuxité des indices de culpabilité. Alors, ça débouche à tout. Le magistrat a en présence un inculpé,
Alors, même s'il a sa carte d'identité, parce que pour arrêter, il faut qu'il y ait une identité douteuse. On se dit, bon, si on vous libère, peut-être vous auriez commis des infractions ailleurs. Alors, on doit restreindre votre liberté parce que d'abord, votre carte d'identité, on ne sait pas, votre carte d'électeur, vous n'en avez pas sur vous, où est-ce qu'on va vous retrouver? Et aussi, comme vous n'avez pas de carte d'identité, il y a aussi les impératifs de la sécurité publique ne permettent pas qu'on puisse vous libérer, puisque vous savez bien qu'il est des personnes qui, lorsque vous les libérez, leur liberté peut déboucher aussi à des commissions de l'infraction. Le magistrat peut se dire, cette personne, elle est d'une telle notoriété que si je la libère, il y aura des conséquences néfastes. Donc, la restriction ou la privation de sa liberté est en tout cas impérativement exigée par la sécurité publique. Voyez-vous? Et il peut faire ainsi. Mais le magistrat peut aussi se dire, bon écoutez, il y a des indices de culpabilité. Il faut que le législateur prochainement, pour limiter le pouvoir du magistrat, vous voyez, dans certaines dérives en matière bien entendu pénale, puisse dire qu'écoutez, les indices sérieux de culpabilité, voici les critères de la sérieuxité de ces indices. Quand ces critères-là n'existent pas, je vous donne un exemple, un cas pratique. Une dame qui fait arrêter quelqu'un, un monsieur chef d'agence. Mais le chef d'agence, je dirais, escroque à la dame 16 000 $. La dame, pendant qu'il y a de preuves patentes et topiques qui attestent que ce monsieur a volé, le magistrat ne fixe pas les dossiers. Voyez-vous? Qu'est-ce que le magistrat fait? Le magistrat arrête le monsieur. Il l'envoie à Makala, c'est-à-dire à la prison centrale de Makala. Et puis au CPRK, quand il fait ainsi, qu'est-ce que le magistrat fait? Après un temps, le magistrat le libère. Il le libère parce que d'après lui, le monsieur, écoutez, sa fuite n'était pas à craindre et qu'il devrait postuler comme candidat député. Et donc, comme il voulait postuler, le magistrat le libère. Mais le magistrat justifie la libération par quoi? Il justifie la libération par le fait que la dame ou le monsieur concerné aurait perdu sa fille. Mais dans l'instruction, on réalise que la perte de la fille de monsieur est intervenue 3 mois, n'est-ce pas, avant la libération même de ces messieurs. Ça veut dire que la libération est postérieure à la perte de la fille. Maintenant, lorsque le magistrat libère cette dame, on se pose la question, libère ces concernés, n'est-ce pas, à l'escroquerie. Quel est le sort de la dame qui, n'est-ce pas, est victime de l'escroquerie de 16 000 $? Lorsque vous questionnez le magistrat, il vous dit, écoutez, la liberté n'est pas votre affaire, maître. La liberté est mon affaire. C'est moi qui ai le pouvoir de restreindre et de libérer. Et donc, moi j'ai libéré. Alors, lorsque vous accusez les magistrats, le procureur général, après la Cour de cassation, s'insurge contre la dame. Voyez-vous? Donc, je ne vais pas aller trop loin, mais c'est justement pour vous montrer que les dérives ne manquent jamais. Alors là, la dame est restée dans son état de victimisation, elle est victimisée, elle ne sait où trouver la solution. Et alors, l'avocat, à son tour, va dire, écoutez, comme le magistrat fait ainsi, on accuse les magistrats. Quand le magistrat part au tribunal, part au parquet, les loups ne se mangent pas entre eux. Et le magistrat est libéré, il est libre de tous ses mouvements, mais les 16 000 $ de la dame, victime de l'escroquerie, sont restés sans être remboursés. Vous voyez? Donc, la justice a ses avantages, mais il ne manque pas certains faits qui inquiètent plus d'un. Alors, on a comme l'impression que la loi congolaise est limitée, mais aussi muette. Est-ce que c'est le cas? Bon, exactement, dans cette hypothèse-là, c'est justement le cas. Parce que dès lors, vous savez, le principe de la légalité criminelle, pas de crime, pas de peine. Okay? Pas de crime, pas de peine sans loi. Ce principe-là a été institué ou érigé justement pour limiter, n'est-ce pas, le dérive des autorités judiciaires aussi. Parce que c'est la loi qui doit les orienter. C'est la loi qui fixe des directives. Et en même temps, même dans la procédure, n'est-ce pas, nullum judicium sine lege, pas de procédure sans loi. Et donc, lorsque la loi dit que pour arrêter, il faut telle condition, et que si les conditions ne sont pas réunies, les magistrats arrêtent, il est en faute.
Mais quand il est en faute, on nous prévoit des organes de poursuite des magistrats. On dit, écoutez, vous pouvez aller dans la chambre de discipline, vous pouvez aller chez l'inspecteur, n'est-ce pas, judiciaire pour se faire, parce qu'il y a un inspectorat judiciaire, des services judiciaires. Mais lorsque la loi aussi ouvre la brèche, n'est-ce pas, pour que le magistrat puisse apprécier s'il faut arrêter ou pas, cette brèche qu'ouvre la loi peut donner lieu à toute dérive. En l'occurrence, je vous ai donné un exemple, n'est-ce pas? Une illustration en vous disant que les magistrats arrêtent, la loi dit, lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Mais les critères de la sériosité de ces indices ne sont pas déterminés par la loi. Alors, le magistrat, à son tour, s'il vous dit, vous, avocat, vous concernez, inculpé, prévenu, il dit, écoutez, moi je pense qu'il pèse sur vous les indices sérieux de culpabilité. On vous accuse de vol et moi, on ne vous a pas attrapé avec la chose volée. On ne vous a pas en tout cas attrapé avec certains indices, quoi que ce soit, pour prouver à suffisance que vous êtes voleur. Vous vous dites que je n'ai pas volé. Il n'y a pas une preuve contraire. Mais les magistrats viennent faire quoi? Il dit, écoutez, il pèse sur vous les indices de culpabilité. Quand il est dit, quels sont les critères objectifs de la sériosité des indices de culpabilité? Mais vous avez, la justice, elle est grande, hein, comme je vous ai dit. Lorsque vous laissez votre véhicule en cours de route tous ces derniers temps, vous remarquez, il y a les gens de Fourrière institués par, je crois, le vice-gouverneur Gekoko, qui viennent ramasser de véhicules et autres. Mais nous sommes dans un état de droit. Je vous ai dit que les droits fondamentaux, n'est-ce pas, doivent être respectés par quiconque. Mais ces gens-là, quand ils viennent, ils font partie du pouvoir judiciaire. Ils font partie de personnel judiciaire. Parce qu'ils sont des policiers et autres, même s'ils sont dans l'exécutif. Mais ces gens-là, quand ils trouvent le véhicule de Daniel Roland, en cours de route, les véhicules en bon état, ils ramassent les véhicules, ils partent. Et ils ne laissent aucun document. Sans pourtant signaler même en avance Daniel Non Roland. seulement qu'ils ne signalent pas, mais aussi vous pouvez trouver votre véhicule. C'est-à-dire vous avez laissé votre véhicule en bon état. Un véhicule qui n'est pas abîmé. Mais vous laissez votre véhicule, on vous dit, écoutez, qui a pris mon véhicule parce que vous ne l'avez pas vu là? Personne ne vous dit mot. Il y a infraction dans ces cas. Vous croyez d'après vous que mon véhicule a été peut-être volé et que je dois aller chercher, je dois aller déposer une plainte contre un inconnu parce que ceux qui viennent ramasser des véhicules en cours de route, non seulement ne déposent aucun document pour se faire, mais aussi ils prennent des véhicules comme bon leur semble. Alors, vous commencez à chercher votre véhicule, tout Kinshasa, et après 2 mois, 3 mois, vous trouvez votre véhicule. On dit, les procureurs avaient donné l'autorisation pour qu'on coupe ces véhicules parce que le propriétaire n'en a pas réclamé. Le propriétaire ne l'a pas réclamé. Comme le propriétaire ne l'a pas réclamé, il fallait normalement qu'on puisse couper le véhicule, ça date de ça s'attend durée. Monsieur Roland, monsieur Daniel Roland, madame, vous croyez que c'est ça la justice? Non. Parce que déjà, quand ils prennent de véhicules de gens en cours de route en bon état, ils ne laissent aucun document, de sorte que le propriétaire puisse se rendre compte que mon véhicule est parti à telle destination. Alors quand vous ne les trouvez pas, vous trouvez votre véhicule déjà coupé. On vous dit on a coupé les véhicules. Mais dans ces cas, les victimes peuvent aussi aller accuser, porter plainte. Exactement, les véhicules peuvent porter plainte. Mais il y a un problème. Vous savez, lorsque les gens de l'environnement, les gens même qui ramassent ces véhicules-là, parce qu'en réalité, on les a mis pour qu'ils prennent le véhicule de mauvais état, en cours de route. Mais eux, ils font autre chose. Ils viennent prendre le véhicule de madame en bon état parce que c'est sur la voie publique. Même s'ils savent que quelqu'un peut être dans la pharmacie en train d'acheter un truc et puis du coup, ils prennent le véhicule, ils partent. Non, c'est pas logique. Mais quand vous les accusez en justice, ils viennent avec l'autorisation du procureur de la République. Ils vous disent que, écoutez, les procureurs avaient autorisé que nous puissions brûler, tout ça, casser ces véhicules parce que les propriétaires ne s'étaient pas retrouvés. Mais quand ils disent ça, ils sont couverts. Couverts par quoi? Par la décision de l'autorité qui est le procureur. Voyez-vous? Mais si nous sommes évidemment dans un état de droit comme la RDC, nous sommes toujours à même de faire une citation directe même contre ceux qui ont participé à cette cassure de véhicules parce qu'on leur demandera quels sont les documents qu'aviez-vous laissés pour prendre ces véhicules.
Ok, alors toujours dans cet aspect de la justice, on a vu l'ancien DIRCAP du président de la République, Félix Tshisekedi, être jugé au tribunal des grandes instances, qui est d'ailleurs la même juridiction que les bourgmestres. Comment expliquer cela alors que les ministres, eux, sont jugés à la Cour de cassation? Pardon, maître, j'ajoute quelque chose. Ça donne l'impression comme si dans notre pays, on a un problème lié aux juridictions par rapport à telle ou telle personnalité. Parce que même aujourd'hui, on va vous dire, on a toujours réclamé au niveau de la justice, si on arrête les colonnas, et puis les juges n'ont pas certaines lois spécifiques, par exemple pour les condamnés. Et dans ces cas, même si on les arrête, et puis quelques mois, ils sont libérés parce qu'au niveau de la justice, on donne raison qu'il n'y a pas de loi spécifique. C'est pourquoi ces problèmes aujourd'hui, même au niveau de certaines autorités, on a vu même avec l'ancien Premier ministre Augustin Matata-Ponyo, qui a posé un sérieux problème au niveau de la Cour. Il est allé à la Cour de cassation, la Cour de cassation a dit qu'elle était incompétente, et puis il est allé à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le dossier est certainement jeté au calendrier grec. Ok, donc je vous remercie bien pour la question. Je m'en vais d'ailleurs vous donner, je crois bien, la Constitution de la République. Je réponds d'abord à la première question. La dame s'indigne du fait d'avoir vu les directeurs des cabinets du chef de l'État être jugés au tribunal des grandes instances. Juridiction qui est habilitée à juger le bourgmestre. Mais elle s'est dit, est-ce que le bourgmestre a le même rang que le directeur de cabinet du chef de l'État? C'est pourquoi peut-être ils sont partis là-bas. Ou bien c'est justement le lacune de notre législation. Madame, vous savez, l'erreur commune fait les droits. C'est-à-dire lorsque, dans une communauté, toute personne croit que ces mensonges constituent une vérité, et donc, cela peut demeurer tel. Et du coup, les gens vont penser que c'est cette erreur-là qui vaut droit pour nous tous. Mais moi, je ne suis pas emporté par cette erreur. Le directeur de cabinet Niembo, le directeur de cabinet du président de la République, Guylain Niembo, aujourd'hui, quand il commet un forfait, une infraction, on dit, écoutez, il y a déjà une jurisprudence qui est née. Le directeur de cabinet Vital Kamerhe fut jugé au tribunal des grandes instances. Et donc, toutes choses restantes égales par ailleurs, vous aussi, vous serez jugé au temps des grandes instances. Alors que le directeur du cabinet du président a le même rang qu'un ministre, peut-être. Je vous réponds en disant, c'était en fait, le jugement, en fait, le fait de juger le directeur de cabinet du chef de l'État au tribunal des grandes instances résultait bien entendu, était l'objet d'une interprétation erronée de la loi. Je me fais comprendre, madame. Ouais. Pour moi, une interprétation erronée de la loi. Vous savez, lorsque un juriste affirme une chose, il ne faut pas toujours douter de lui. Parce que vous vous direz, cette litanie de personnes qu'on a eues devant le juge Yanni, qui était décédé. Voilà. Alors, tous ces gens-là s'étaient fourvoyés pour aller devant les tribunaux des grandes instances. Écoutez, madame, en droit, il existe le droit pénal de fond et le droit pénal de forme. Le droit pénal de fond, c'est un droit pénal, en fait, qui incrimine des comportements et fait assortir ces comportements de sanctions pénales. Mais il faut savoir qu'un directeur de cabinet du chef de l'État, qu'on appelle en droit administratif l'épouse du chef de l'État, la caisse des secrets du chef de l'État, comment peut-il être réduit jusqu'au niveau de la juridiction qui juge le bourgmestre? Alors que ce même directeur de cabinet a rang du vice-premier ministre. Je vous ai dit, madame, en droit, les règles de droit pénal de fond sont d'interprétation stricte, monsieur Daniel Roland.
lorsque la loi dit que le vol, c'est le fait de soustraire frauduleusement un bien, vous n'allez pas ajouter un autre élément. Vous vous limitez là. Et donc, les dispositions qui tendent à la restriction de la liberté individuelle, à ériger les comportements en infraction, à prévoir de sanctions pénales, ces dispositions sont d'interprétation stricte. C'est ainsi qu'en vertu de l'interprétation stricte du droit pénal de fond, il y a certains principes qui servent de ressources à l'interprétation des dispositions légales. Je ne dis pas... Et donc, quand vous avez déjà le principe d'après lequel ubi lex dixit, ubi lex voluit dixit, là où la loi veut, elle les dit. Ubi lex non dixit taquit, là où la loi ne dit mot, on se tait. Voyez-vous? Et ubi lex distinguit nec nos distinguere de bemus, là où la loi ne distingue pas, on ne distingue pas non plus. Et donc, ces principes que je viens de vous citer servent de ressources à l'interprétation de la règle de droit pénal de fond. Mais, qu'en est-il des règles de droit pénal de forme? Les règles qui prévoient de privilèges de juridiction sont les règles de droit pénal de forme. Et les droits pénal de forme, madame, n'est-ce pas, ça constitue justement l'ensemble de règles qui prévoient de formalités ou de procédures relatives à la restriction de cette liberté individuelle. Vous avez les codes de procédure pénale qui prévoient bien comment quelqu'un peut être arrêté. Voyez-vous? Et donc, le code de procédure pénale forme bien entendu l'ensemble de règles qui régissent la procédure par laquelle une infraction peut être, n'est-ce pas, réprimée, n'est-ce pas, et un délinquant peut être condamné. Mais, madame, ces règles de droit pénal de forme sont d'interprétation large. En droit, je vous ai dit, les dispositions qui prévoient des infractions et des peines font partie du droit pénal de fond. Et que lorsque ces dispositions prévoient de peines et des infractions, le magistrat, le juge ne va pas les élargir, ne va pas les étendre dans des cas non prévus par la loi. Il ne peut que se résigner à ce que la loi a dit. Mais par rapport aux dispositions qui prévoient de privilèges, des immunités, vous entendez, ce sont des règles de droit pénal de forme. Et les règles de droit pénal de forme sont d'interprétation large. Et donc, on doit les accepter comme telles. Les règles de droit pénal de forme, faites attention, on les accepte comme telles, mais étant donné que ces règles font l'objet d'une interprétation large, puisque, je vous ai dit, il y a des principes qui servent de ressources à l'interprétation des textes juridiques. C'est vrai que, d'un côté, on vous dit, le bourgmestre, l'article 93 de la loi du 11 avril 2013, sur l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, vous prévoit de personnes relevant de la compétence, n'est-ce pas, de la Cour de cassation. Mais parmi l'énumération, parmi le nombre, enfin, au nombre de personnes qui relèvent de la compétence de la Cour de cassation, il n'est pas prévu les directeurs des cabinets. Mais quand vous prenez aussi l'article 91 de la loi sur de la même loi, cet article vous prévoit aussi les personnes qui sont justiciables de la Cour d'appel. Le directeur des cabinets n'est pas non plus prévu. L'article 153, alinéa 3 de la Constitution prévoit les personnes justiciables de la Cour de cassation et cela est relayé, comme je vous ai dit, dans l'article 93 de la même loi, de la loi sur l'OCJ, Organisation, Fonctionnement et Compétences Judiciaires. Mais madame, lorsqu'il n'est pas prévu le directeur des cabinets, est-ce que doit-on insinuer que le directeur des cabinets y est? Un juriste qui est lié à l'interprétation de la lettre de la loi dira non. Vous comprenez, monsieur Daniel Rolland? Il dira non, pourquoi? Parce que lui, il se limite à ce qu'il voit. Alors que derrière ce qu'il voit, il y a un esprit. Vous savez, monsieur Daniel Rolland, lorsque les privilèges des juridictions sont prévus pour le justiciable de la Cour de cassation, d'abord, il faut commencer par se dire
Quel est le bien fondé de privilège de juridiction, monsieur Daniel Roland? Madame, le bien fondé, c'est que on a prévu le privilège de juridiction pour éviter que certaines personnes, en vertu de leur rang et au regard de pouvoir qu'ils exercent au sein de l'État, puissent influencer sur, n'est-ce pas, que leur auteur ne puisse pas influencer sur le moral, voire la probité du juge ou la conscience du juge. Et à ce niveau, que devrait être la juridiction du DIRCAB? Alors, je vous réponds pour dire qu'il y a un principe en droit d'après lequel favores appliandi odiosa restrigenda. Ça veut dire, madame, Oui. les dispositions qui accordent de faveurs doivent être étendues. Et les dispositions qui restreignent la liberté individuelle doivent être interprétées d'une manière restrictive ou d'une manière stricte. C'est-à-dire, étant donné, quand vous lisez l'article 91 de la loi dont je viens de vous citer, cet article à son alinéa D dit, prévoit des personnes qui relèvent de la compétence de la cour d'appel, mais il vous dit, ou du grade équivalent. C'est-à-dire, cet article ouvre une brèche. Toute personne qui n'est pas justiciable de la cour d'appel, à partir du moment où il a un grade équivalent à celui, n'est-ce pas, de personnes qui relèvent de la cour d'appel, doit aussi être jugé par la cour d'appel. Mais quand vous partez à l'article 93, on ne prévoit pas les DIRCAB. Or, je vous ai dit que les dispositions du droit pénal de forme sont d'interprétation large. Et donc, étant donné que le privilège des juridictions font partie du droit pénal de forme et que le droit pénal de forme, c'est justement le droit pénal de forme et d'interprétation large, les directeurs de cabinet ayant rang du vice-premier ministre, ils devaient être jugés à la Cour de cassation, madame. Parce que quand on vous place au rang, l'ordonnance qui vous nomme dit vous avez le rang du vice-premier ministre. Ça veut dire tous les avantages, n'est-ce pas? Si que bénéficie des vice-premier ministres, vous les avez aussi. Voyez-vous? Et donc, un directeur de cabinet, étant donné que les dispositions qui prévoient des privilèges, des avantages, ok, sont des dispositions qui accordent des faveurs. Et ces dispositions sont d'interprétation large. En tant que tel, le directeur de cabinet ne peut pas être jugé, n'est-ce pas, au tribunal de grande instance, qu'à la cour de cassation. L'erreur commune faisant le droit, toute personne y était emportée. Mais je crois bien, comme je vous avais dit tantôt, monsieur Daniel Roland, que parfois la vérité scientifique diffère de la vérité judiciaire. Et donc, scientifiquement parlant, la règle qui prévoit le privilège des juridictions pour, n'est-ce pas, à l'article 93, pour les gens qui relèvent de la cour de cassation, cette règle elle est d'interprétation large parce qu'elle faisant partie des règles de procédure. Elle n'est pas d'interprétation stricte. Elle doit être élargie à tout le cas similaire. Donc, toutes les fois où vous avez Daniel Roland, directeur de cabinet du chef de l'État, et qu'il a rendu vice-premier ministre, même si la loi ne l'a pas prévu, mais étant donné qu'il est des principes favores appliandi, les dispositions qui prévoient de faveurs doivent être étendues et non restreintes. Et puisqu'il s'agit de la RDC, n'y a-t-il pas possibilité de revoir cela? En fait, madame, là je dirais qu'il n'était pas question de lacunes de loi, mais il était beaucoup plus question, ce qui a manqué aux magistrats peut-être, c'était une mauvaise application. Une mauvaise interprétation de la loi et une mauvaise application de la loi. Ce n'est pas comme si cette loi est négligée. Non, la loi congolaise est négligée. La loi est rédigée par des humains. Cette loi ici, quand on dit, écoutez, l'article 93 prévoit, ce sont les députés qui l'ont rédigée. Mais n'oubliez pas non plus qu'il y a des principes qui servent de ressources d'interprétation pour le magistrat. Je ne dis pas que les principes prévoient des privilèges, mais les principes, n'est-ce pas, viennent nous servir de source d'interprétation. On vous dit, vous magistrats, vous avez devant... Parce que, madame, un magistrat qui ne sait pas interpréter la loi, c'est un danger pour la nation. Parce qu'il suffit de lui dire que nul ne peut descendre du train que lorsqu'il est en marche. La formule, justement, de cette phrase-là, peut te permettre, M. Daniel Roland, avec ta vue de journaliste, de dire qu'écoutez, toutes les fois où le train est en marche, on ne peut descendre du train que toutes les fois où le train est en marche.
Madame aussi va dire, écoutez, c'est français, c'est clair, hein? Mais alors que derrière ça, madame, il y a un esprit. L'esprit de la loi. Il faut toujours se rappeler de l'œuvre du Montesquieu, l'esprit de loi. Derrière le lettre que vous voyez, derrière l'écriture, n'est-ce pas? Il se cache un esprit qu'on veut transmettre. On vous dit, il y a une interdiction de descendre du train. Il faut voir, vous avez la formule, n'est-ce pas? De la lettre de la loi. Par cette formule, par sa manière d'être écrite, vous vous dites, écoutez, donc pour descendre du train, il faut que ça soit seulement en marche. Mais quand on voit maintenant l'esprit qu'avait la personne qui rédigeait la loi ou la personne qui avait rédigé cette loi, on s'est dit non, il voulait interdire la descente du train au moment où il est en marche. Donc, un magistrat doit savoir interpréter les lois. Alors, pour appliquer cette disposition ici, aller avec Vital Kamerhe au tribunal de grande instance, il fallait commencer par interpréter la loi. Et ils se sont limités à l'interprétation de la lettre, alors qu'il y a des principes d'interprétation de règles de droit pénal de forme. Dans ce qui a manqué au magistrat, c'était où doit-on placer la règle, n'est-ce pas, de privilège. S'il est placé dans le droit pénal de forme, il se serait aussi dit que non, comme ça fait part, les privilèges, les immunités font partie des règles de droit pénal de forme, celles-ci sont interprétées d'une manière large et non d'une manière stricte. Par conséquent, je conclue pour dire, les directeurs des cabinets est justiciable de la Cour de cassation au regard, n'est-ce pas, de son rang. Il a rang du vice-premier ministre. Et en tant que tel, les dispositions prévoyant les règles de droit pénal de forme étant d'interprétation large, les avantages doivent être étendus même aux cas similaires non prévus. Alors, parlons maintenant de l'aspect concernant le déguerpissement. Cette compétence revient de qui ou à qui? Ok. Merci beaucoup, madame, pour la question. Des beaux aloyers. Exactement. Merci beaucoup de la question. Vous savez, au Congo, comme tout le monde, il est un secret de polichinelle que le beaux aloyer engendre tout le temps des conflits. Mais il faut aussi savoir que si on est ignorant de la loi, si on est ignorant de ce que la loi prévoit, ces conflits vont encore s'amplifier, il n'y aura pas toujours des solutions. C'est ainsi que, quand vous me posez la question de savoir de quelle juridiction relève la compétence de connaître le fond du déguerpissement, je réponds pour vous dire déjà, madame, que en matière de beaux aloyers, la loi prévoit certaines règles de compétence au regard du montant du loyer, des montants de la garantie, des montants des loyers échus, ainsi de suite. Mais il faut savoir que pour aller devant une juridiction qui peut déguerpir, n'est-ce pas, la personne, il faut commencer par déterminer le montant de loyer échu et les montants de garantie. Lorsque vous lisez la loi elle-même, en matière de beaux aloyers, c'est la loi que je venais de vous citer. Cette loi prévoit, madame, que en matière de beaux aloyers, excusez-moi, je vais même effleurer, et puis je reviendrai là-dessus. Cette loi prévoit, ne dit pas que le déguerpissement relève de la compétence du tribunal de grande instance, ou du tribunal de paix ou de la cour d'appel. Cette loi ne le dit pas. La loi du 31 décembre 2015 sur les beaux aloyers non professionnels ne prévoit pas la juridiction compétente en matière de déguerpissement. Donc il n'y a pas une autorité de conciliation. J'en viens. Ouais. La loi aussi qui prévoit les compétences générales des juridictions ne prévoit pas non plus la juridiction compétente. Mais on sait quand même que l'article 110 de la loi, l'article 109, 110 de la loi sur la juridiction de l'ordre judiciaire prévoit ceci. Les tribunaux de paix, madame, à son alinéa D, connaissent de toutes les autres contestations d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas 2 500 000 francs congolais. Et
lorsque votre contestation dépasse le montant de 2 500 000 francs congolais, la loi dit que vous devez aller devant les tribunaux de grande instance. Alors, dès lors que les tribunaux, dès lors que le loyer échit pour votre contentieux, vous avez une dame qui fait louer une maison à $100, son locataire lui a payé 5 mois, c'est $500, madame. Il a versé une garantie de 200 ou 400, bon, de $300 parce que la loi dit que la garantie locative est de 3 mois. Vous le savez bien, non? Oui. Alors, cette dame, où doit-elle partir si elle veut régler sa contestation? Voilà. On nous dit, ce n'est pas devant les tribunaux de grande instance. Parce que beaucoup de juges se fourvoient là-dessus. Ils pensent, d'après eux, qu'étant donné que le déguerpissement, que le déguerpissement n'est pas prévu comme matière dans la loi n'est pas prévu comme matière relevant de la compétence du tribunal de paix et que d'office ce serait le tribunal de grande instance. Non. La loi dit toutes les autres contestations, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 2 500 000 francs congolais. Et donc, il est tout à fait de bonne loi que le juge qui sera saisi en matière de déguerpissement puisse d'abord déterminer le montant de loyer dû, le montant de loyer échu. Ça permettra à ce que ces juges puissent justement savoir s'il est compétent ou non. Donc, si une personne fait louer une maison de $1000 par exemple, $1000 ça dépasse déjà, c'est presque 2 700 000. Et donc, pour 2 700 000, une garantie, je peux vous chercher une disposition légale qui reconnaît en matière de baux à loyer le compétence, excusez-moi, ouais. Le temps pour vous de prendre parole, moi je peux directement jeter un coup d'œil. Oui, maître. En attendant que vous êtes en train de chercher cette disposition, je vais vous poser la question de savoir au début sur l'autorité de conciliation. Dans ces cas, s'il y a des conflits liés aux baux à loyer, c'est qui l'autorité de conciliation qui est établie, qui est reconnue aujourd'hui par les législateurs congolais? Très bien. Alors, avant d'y arriver, j'étais en train de chercher justement la disposition légale parce que les juristes, n'est-ce pas, c'est la loi. Donc, il faut lire la loi. Ouais. L'article 127 de la loi dont je vous ai parlé dispose dans les contestations sur la validité ou la résiliation d'un bail, madame, la valeur du litige est déterminée en cumulant au premier cas le loyer pour toute la durée du bail et au second cas le loyer à échoir. Donc la disposition, on dit en latin in claris le texte clair ne s'interprète pas. Ok? Clara non sut interpretanda. Ça veut dire, la loi, l'article ici ne dit pas que c'est le tribunal de grande instance qui est compétent ou la cour d'appel. Cet article dit que la compétence est reconnue, n'est-ce pas, à la juridiction dont la valeur du litige, dont la valeur du litige par rapport au loyer pour toute la durée des bails et le loyer à échoir, n'est-ce pas, relève de sa compétence. Or, quand on parle de la valeur du litige par rapport au loyer à échoir, oui, par rapport au loyer, n'est-ce pas, pour toute la durée du bail, on rentre dans l'article 110 et 111 qui prévoit que le tribunal de paix connaissent des matières ci-après et cite les matières libéralité, succession et autres. Et le deuxième alinéa, cher Daniel Roland, prévoit bien que dans toutes les contestations dont la valeur du litige dépassera 2 500 000 francs congolais, la compétence reviendra à qui? Au tribunal au tribunal de paix. Et toutes les autres contestations aussi, article 111, dont la valeur du litige dépassera 2 500 000 francs congolais, la compétence reviendra au tribunal de grande instance. Donc, en matière de déguerpissement, madame, pour vous répondre, la compétence, elle est partagée. Lorsque on fait le cumul des loyers payés
et des loyers, des loyers payés pendant la durée des bails et des loyers à échoir, et que si on détermine d'après ces calculs que le montant est de 2 500 000 francs congolais ou 1 million de francs congolais, on part devant le tribunal de paix. Mais si ça dépasse, on va aller au tribunal de grande instance. Je crois que je me suis fait comprendre. Alors, vous m'avez posé une question sur l'organe de conciliation. Ça m'oblige à parler déjà de formalité avant toute résiliation ou avant tout déguerpissement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, M. Daniel Roland, il y a des bailleurs qui se réveillent un bon matin et qui veulent faire sortir les locataires. Il vient du coup, il dit, écoutez, monsieur, vous devez quitter ma maison. Je vous donne 7 jours. Et il utilise bien son pouvoir économique. Il utilise bien son pouvoir de bailleur. Il dit, vous devez quitter ma maison. Il vous fait pression. Jour et nuit, les locataires commencent à manquer sommeil. Parce que le bailleur lui dit qu'il faut que je quitte sa maison. Alors que le bailleur ignore qu'il y a des règles qui régentent ou régulent, n'est-ce pas, le baux à loyer. Et donc, dès lors qu'un bailleur qui reçoit sa garantie veut résilier son contrat, il notifie d'abord à l'autre, n'est-ce pas, partie contractante qui était les locataires. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une relation contractuelle, madame et monsieur Daniel Roland, qui avait bien commencé, puisse prendre son cours normal, mais qu'à un moment donné, il y a un élément brisque qui bouleverse tout. Le législateur a voulu tempérer vos émotions en prévoyant des règles qui vous régulent. C'est ainsi qu'en matière de baux à loyer, les services d'habitat servent, n'est-ce pas, d'intermédiation pour trouver une solution dans votre conflit des bails. Et il y a des bailleurs qui, non seulement, ils ont demandé plus de garanties, parce que vous savez qu'en matière de baux à loyer, la garantie, c'est justement 3 mois pour le bail à usage résidentiel, mais que pour les bails à usage commercial, c'est 6 mois, industriel, c'est 6 mois, et puis bail à usage non professionnel, c'est, je crois, 12 mois, à moins que je m'en abuse. Mais néanmoins, de toute manière, un bailleur qui dépasse le dû de la garantie prévue par la loi, et puis qui vient vous faire pression à sortir de sa maison. Il faut savoir que le locataire est protégé. Le bailleur devrait d'abord enregistrer son bail. Il ne l'a pas fait. Quand il n'a pas enregistré son bail, il y a des sanctions, des pénalités qui sont prévues par la loi. Au-delà de ces pénalités, le bailleur veut résilier les contrats. Il doit savoir que même si le locataire ne paye pas la maison, il a au moins, si vous voulez résilier les contrats, vous avez l'obligation de lui donner un préavis. Le préavis est égal, bien entendu, à la durée de la garantie locative, à la durée du bail par rapport à la garantie locative. On vous donne la garantie de 3 mois. Le préavis, la loi dit que c'est 3 mois. Mais il faut faire attention, je nuance. La loi a tempéré parce qu'il y a un arrêté de 2018 qui est révisé en 2021 qui prévoit les mesures d'exécution de cette loi. Il n'est pas dit qu'un locataire qui épuise sa garantie va du coup attendre les 3 mois qu'on lui ajoute les 3 mois de préavis. Non. On donne les préavis qu'à un locataire qui est en règle. Un locataire avec qui vous voulez résilier les contrats, mais il vous paye bien vos loyers. Vous avez 3 mois de loyer, 3 mois de garantie, vous voulez résilier, vous lui donnez, n'est-ce pas, le 3 mois. Mais la loi dit, un locataire, c'est bénéfique aux bailleurs qui font des choses parfois d'une manière bouillabaisse. Un locataire qui a donné garantie de 3 mois, mais qui a épuisé sa garantie locative, l'arrêté qui porte mesure d'exécution de cette loi dit il ne bénéficiera pas de ces préavis-là de 3 mois. Et un locataire dont sa garantie est en cours, mais il fait plus ou moins 4 à 5 mois ou bien 2 mois, il ne paye pas. Oui, il y a ce qu'on appelle les arriérés, parce que la garantie est intangible. Il y a ce qu'on appelle les arriérés de loyer, et puis il y a aussi la garantie locative. La loi interdit de ponctuer sur la garantie locative les arriérés de loyer. Mais la loi permet au moins que lorsque vous voulez résilier un contrat, je peux avoir fait, parce que étant donné qu'un bailleur a remarqué que ce locataire a déjà fait 1 mois sans me payer, 2 mois sans me payer, je prends maximum 2 mois. Mais moi, bailleur, je veux respecter la disposition légale qui dit qu'il faut recevoir que 3 mois de garantie. Ça veut dire que si je cautionne, n'est-ce pas, sa manière de faire, on risquerait d'épuiser cette garantie et les formalités au niveau de l'habitat pour faire sortir ces locataires
pendant les 3 mois de préavis, autres vont encore me préjudicer davantage. Ces bailleurs peuvent prendre des précautions, M. Daniel Rolland. Il peut se dire, écoutez, moi, je sais qu'il m'a payé les 3 mois, je n'ai que 2 mois. Comme il a consommé 2 mois sans payer, les bailleurs vont directement demander un préavis pour vous, pour payer. Mais quand vous n'avez pas de garantie locative, vous ne bénéficiez pas de préavis. Vous ne bénéficierez que d'une mise en demeure de 45 jours. Alors, merci beaucoup, Maître Cédric. On va finir avec cette question. Au regard de tout ce que vous avez eu à expliquer, détailler, que faut-il faire pour rendre notre justice forte au service du peuple? Parce que nous savons tous que notre justice a toujours été traitée de corrompue. Merci beaucoup, madame. En fait, la corruption, elle est presque systémique. C'est devenu presque un système dans le pouvoir judiciaire. Parce que vous lirez plusieurs ouvrages. Maître Matadine qui le dit même. Il précise que la corruption est devenue presque un système dans l'appareil judiciaire. Mais il faut, à mon avis, il y a plusieurs mécanismes par lesquels on peut renforcer, n'est-ce pas, l'efficacité du pouvoir judiciaire pour éviter la systématisation de la corruption. Déjà, vous avez des magistrats qui sont payés à, je crois, 2 millions. Un magistrat qui vient à peine d'arriver par rapport aux 5 000. Parce qu'il faut aussi louer les efforts du chef de l'État, madame, dans ces domaines-là. Puisque vous avez, à l'époque de 2006 à 2018, le magistrat, 2006-2018, il n'y avait que 800, je crois, non, 2011-2018, il n'y avait que 800 magistrats qui étaient nommés. Mais avec l'arrivée du chef de l'État, Tshisekedi, vous avez 5 000 magistrats nommés. Quand même, il y a un effort considérable sur le renforcement de l'effectif du pouvoir judiciaire. Puisque l'effort est considérable dans ce sens, et puisqu'aussi on croit à sa bonne foi, parce que le chef d'État se plaint beaucoup plus sur le fonctionnement du système judiciaire. Mais les 2500 autres vont être mis en œuvre. Mais il faut savoir que le chef de l'État devra rendre efficace le pouvoir judiciaire en commençant par améliorer aussi la vie sociale de ces magistrats. Puisque nous nous plaignons corruption. Si ces magistrats vivent mieux, madame, les magistrats, c'est celui qui rend justice. Le député fait la loi. Un député qui rédige une loi et autres, combien a-t-il? 21 000 $. Mais les magistrats contre qui on clame tout le temps corruption, combien a-t-il? On dit à peine 800 $. Alors, de cet écart, les magistrats, quand ils reçoivent un dossier, ils se disent, bon, écoutez, j'ai reçu un dossier de 1 million, je dois directement vous prononcer. Non, en fait, en réalité, on doit d'abord améliorer la vie des acteurs du pouvoir judiciaire. Après l'amélioration de la vie, j'avoue aussi que l'indépendance du magistrat est une question de morale, d'état d'esprit, de conscience et de probité. Il n'est pas seulement question du pouvoir économique de l'agent. Parce que vous pouvez aussi voir M. Daniel Rolland qui, n'ayant pas beaucoup d'argent, mais si vous cherchez à graisser la pâte à sa dent, M. Daniel Rolland résiste contre cette pâte. Même si, dit-on, que toute intégrité a un prix. Mais il faut seulement savoir que le magistrat, on doit améliorer leur vie. Et à part l'amélioration de leur vie, on doit aussi renforcer les mécanismes de contrôle. Et à mon avis encore, il faut que le législateur puisse réduire les délais de prononcer des décisions de justice. Vous savez, madame, vous avez par exemple la Cour constitutionnelle qui, dans le moindre jour, c'est-à-dire 3 jours ou 4 jours, en tout cas le président, je crois Dieudonné Kamuleta, il prend les affaires des députés, n'est-ce pas, candidats députés, en délibéré. Il dit, écoutez, ils ont statué le mardi, mais il promet prononcer sa décision le jeudi, dans 2 jours ou 3 jours. Et il a aussi prononcé dans les temps. Dans ces temps-là, vous prenez vraiment le temps d'aller négocier avec ces magistrats. Même s'il faut que vous puissiez chercher l'argent pour lui donner, ça aurait déjà été peine perdue, ça n'aurait pas été opportun parce que ça trouverait déjà la décision prononcée. Donc, à mon avis, il faut contraindre le magistrat sur le délai de prononcer des décisions de justice, madame. Et si on fait ainsi, ça va aussi diminuer ou ça contribuera considérablement
à la diminution du taux de corruption. Ça, c'est les deux. Il y a plusieurs mécanismes, en tout cas, qui peuvent renforcer la justice pour éviter que la corruption devienne un système comme on l'a toujours décrié. Et le président de la République doit aussi, il regrette parfois, parce qu'à un moment donné, même le président Kabila avait dit, si j'avais que 15 personnes derrière moi, j'aurais mieux fait. Mais le président de la République, lorsqu'il râle, il clame sur le fonctionnement du système judiciaire, il est au pouvoir. Donc, il peut encore changer les choses. Et pour changer les choses, jeter un regard considérable sur l'amélioration des conditions de vie de ces magistrats. Et puis, permettre à ce que le législateur, dans cette législature, puisse, à mon humble avis, en tout cas, il y a actuellement des inspecteurs qui passent tout le temps pour vérifier les prononcés des décisions, qui demandent aussi pourquoi cette affaire a pris tant de temps pour être prononcée. Mais cela ne doit pas que se faire d'une manière sporadique. Non, cela doit être régulier. C'est-à-dire les affaires, les contrôles des affaires prises en délibéré, on vient, on vérifie, il faut prononcer, ça serait mieux. Mais donner raison à celui qui ne l'a pas, ce ne serait pas bon. Une dame qui a fait 18 ans ou 30 ans dans une maison à Gombe avec tous les titres, vous venez avec un certificat d'enregistrement, vous venez à peine d'atterrir, vous avez 18, vous avez acquis la parcelle en 2018, mais vous prétendez être le propriétaire. Et puis on déguerpit quelqu'un au détriment d'elle. Alors, c'est avec cette question que nous allons conclure l'émission. Ça veut dire vous aurez 30 secondes pour répondre. Parce qu'on ne peut pas, quand même si aujourd'hui on n'est pas resté focus sur la politique. C'était important de parler de la justice parce que c'est un domaine, c'est un secteur importantissime pour le développement d'un pays. Vous, comme Congolais, comme patriotes, comme chercheurs en droit, comme doctorants, ça vous fait comment aujourd'hui de voir certains Congolais s'y rallier aux rebelles comme des M23 et comme c'est le cas des Corneille Nangaa ou bien encore des Jean-Jacques Mamba. Merci vous répondez beaucoup. Puis vous concluez directement l'émission. Merci beaucoup pour la question. Étant donné que j'ai que 30 secondes sur cette question, je ne vais pas proliférer mes mots sur C, mais je ne fais que présenter mon indignation en ce sens que, vous savez, on ne répond pas à l'injustice par l'injustice. Ce n'est pas parce que, vous savez, je vous ai dit l'autre fois, partout où je dois être, la noirceur de ma robe doit cacher mes émotions. C'est-à-dire quand moi personnellement, en tant que Jean-Jacques Mamba n'était pas un homme d'État. Messieurs, les hommes d'État se dépassent. C'est-à-dire ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sorti député que vous dites, écoutez, j'ai toujours été maire élu et comme on m'a payé par les monnaies des singes, du coup, je rejoins le rebelle. Non, on ne répond pas à l'injustice par l'injustice. Il y a plusieurs mécanismes par lesquels il aurait trouvé mieux solution plutôt que d'aller vers se rallier au M23. Et aussi, quand il s'est rallié au M23, c'est-à-dire, il ne cherche pas à contrer le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il est magistrat suprême, certes, il gère une nation, mais le chef de l'État, monsieur Daniel Roland, il fait partie aussi il est le premier citoyen. Donc, quand vous assistez le rebelle, quand vous vous ralliez au rebelle, donc vous vous inscrivez dans un cadre qui est dirigé contre l'homme congolais. Et donc, moi là, s'il y a une balle qui me prend à la tête venant de rebelles, je me dis, écoutez, c'est parce que Jean-Jacques Mamba les avait rejoints. Donc, bref, pour conclure, je dirais, on ne répond pas à l'injustice par l'injustice. Il y a plusieurs mécanismes par lesquels il aurait trouvé mieux et solution plutôt que de se rallier aux rebelles. Et d'ailleurs, lorsque je constatais seulement, j'ai vu qu'il s'est rallié aux rebelles, je me suis dit, Jean-Jacques Mamba, il était congolais, mais il n'avait pas le sang congolais. Celui qui a le sang congolais, le cœur congolais, ne pourra jamais se rallier aux rebelles. Alors, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Maître Tomba, Komassadi Tomba. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'Université de Kinshasa et puis chercheur en droit, mais aussi secrétaire général du mouvement des consommateurs congolais. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci Daniel Roland et merci aussi à vous, Maître Cédric. Alors à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. L'émission est à suivre sur notre chaîne YouTube CML 13 Télévision. La rediffusion, c'est à partir des 22h pile. On va se retrouver demain, mercredi, pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.